c'est Maïté de Solutions de Vie. Je vous souhaite la cordiale bienvenue sur ma chaîne et je vous remercie d'écouter cette capsule que j'ai nommée Comment établir son autorité, 2 attitudes et une astuce. Mais avant tout, je tiens à remercier ceux qui se sont inscrits, abonnés plutôt, et ou bien qui m'ont laissé, qui m'ont gratifié d'un like, ou bien qui ont aussi partagé les capsules précédentes quand ils sentaient qu'elles pouvaient être utiles à quelqu'un de leur entourage. Donc aujourd'hui, notre sujet traite de l'autorité. Premièrement, intéressons-nous aux besoins de l'enfant. Dès sa tendre enfance, le nourrisson pense avoir la toute-puissance. En effet, puisque lorsqu'il crie ou qu'il pleure, sa mère intervient pour lui apporter ce dont il a besoin, l'enfant perçoit qu'il peut tout, disons que la mère est à son service. Mais cet état de fait ne lui permettra pas de s'épanouir parce qu'elle est en fait un état erroné qui ne lui donnera pas de base solide. Parce qu'en effet, c'est aux parents d'assumer le rôle de guide et de décideur et pas l'inverse. Cette croyance, donc, disais-je, est une illusion. Quand on veut éduquer un enfant, il va nous falloir parvenir à effacer ce vécu, cette idée de l'enfant, pour le remplacer par l'éducation, pour lui permettre de se développer, de s'épanouir. Quand l'enfant se rend compte donc que cette toute-puissance n'existait pas, il va se sentir fragilisé parce qu'il aura besoin d'être rassuré. Il lui faudra et donc une absence de règles va installer de l'anxiété et de l'agitation. Il faut que l'adulte ou les adultes qui s'occupent de lui puissent pallier à cette inquiétude en installant, en préparant de bonnes actions et de bonnes règles. En effet, si le parent alimente la toute-puissance de l'enfant, non seulement il le fait perdurer dans une illusion, mais en plus, et ça peut être par peur de la discipline ou parce que, comme c'est un enfant désiré, eh bien on veut lui donner tout. Et donc, à l'extrême, au bout de cette attitude de l'enfant et du parent, en réponse à cette toute puissance que l'enfant montre, eh bien, on va souvent obtenir un enfant tyran, un enfant roi, souvent, qui abuse de cette position qu'on lui laisse et qui ne lui vaut rien. De plus, cette attitude, elle vide l'énergie de tout adulte qui a à le prendre en charge. Les parents, bien sûr, les grands-parents, les enseignants à qui il sera confié, ou tout autre éducateur. L'enfant, il faut bien le comprendre, avant tout sera en souffrance. Mais nous y reviendrons lors d'une future capsule. Je serai amenée à traiter de ce phénomène de l'enfant roi. Tout se joue donc à un âge très jeune, puisque l'enfant perçoit les
coutume de penser que si les enfants ont de grandes antennes pour comprendre plein de choses, les bébés ont des antennes encore plus grandes et ils comprennent des choses alors qu'ils ne dominent pas encore le langage et ils comprennent des choses qui sont donc du phénomène du non-langage et qui sont et ils comprennent des choses bien plus profondes qu'il n'y paraît. On pourra être amené aussi à en reparler dans une future capsule. Il ne faut donc pas rater le coche, car plus vite est acquise une situation et comprise par l'enfant une situation d'éducation pour son bien-être, meilleur sera son vécu. Donc, comme je le disais, et il faudra bien sûr l'art et la manière pour le parent, ou disons celui qui s'occupe, de lui faire comprendre l'intérêt de l'éducation et des règles, mais c'est un but à poursuivre. En effet, on pourrait prendre cette image, l'enfant, d'une certaine façon, est comme un jeune arbre. Or, vous le savez, pour acquérir sa solidité et surtout qu'il pousse droit, on met à un jeune arbre un tuteur, un morceau de bois qui va simplement, donc qui est planté en terre à côté de la jeune pousse et qui va être relié au jeune plant par du caoutchouc, donc une matière souple, mais qui va lui permettre de pousser droit. Il y a aussi une autre similitude, enfin une autre image qu'on peut prendre qui permet de comprendre que le cadre dans lequel on fait s'épanouir un enfant est important. C'est l'idée suivante. Tant qu'un fleuve coule entre ses rives, il n'y a aucun souci. Les soucis peuvent venir, les problèmes peuvent survenir quand soit il quitte son lit, c'est la crue, il déborde, notamment dans des endroits où il peut faire du dégât, en ville notamment, ou alors c'est l'autre cas, c'est-à-dire que dans le cas du delta, puisque la pente n'est plus assez importante pour qu'il coule, il va se disséminer en plusieurs bras et perdre de son intégrité, bien sûr, et aussi de sa force aussi. Enfin, il se délite de cette façon-là. Donc, un cadre, on peut tirer de ces deux images le fait qu'un cadre, qu'une structure est utile aux choses et bien sûr aussi aux jeunes enfants. En effet, quand les règles sont écoutées, sont intégrées et puis appliquées, elles servent de base au bon fonctionnement de la famille et à un degré plus large de la société. Parlons maintenant du devoir des parents. La venue au monde de l'enfant a acquis aux parents des devoirs, des plaisirs bien sûr, parce que il y a une large compensation de bonheur que l'enfant apporte par sa naissance, mais c'est l'adulte qui doit rester le pilote de l'éducation. Il ne peut abandonner ce rôle s'il veut que l'enfant puisse sortir de l'éducation qui lui sera donnée, structuré et donc heureux. Cela requiert, de la part des parents, du courage, de la détermination et des objectifs. Assumer donc ce choix d'être parent, d'avoir conçu un enfant, de le mettre au monde pour la mère, l'oblige à tenir un rôle. C'est une règle incontournable.
Ce dont l'enfant en effet a besoin pour se constituer, ce sont des règles qui l'aident à grandir, des rives, des berges. Une fermeté tout en douceur, afin qu'il puisse obéir, mais une fermeté tout de même. Le parent doit cesser de tergiverser. Quand on est certain de ses choix éducatifs, on établit des règles qui sont tournées vers le bien de l'enfant. Donc on n'a pas à en avoir, disons, de gêne. Elles sont non seulement utiles, mais absolument nécessaires à l'enfant. Il faut aussi pour le parent bannir ses peurs. Ses peurs, par exemple, d'être en conflit avec l'enfant. Il va falloir être ferme aussi sur cet aspect. Le conflit doit être, utilisé en dernier recours. Donc il faut garder son calme, etc. Mais il faudra peut-être à un moment, sur certains points, accepter ce conflit qui n'a pour objectif que d'être utile à l'enfant. Et le conflit peut ne pas passer par les cris, nous allons le voir un peu plus loin. Il faut aussi bannir la peur de la non-légitimité. Je le disais précédemment, le parent, puisqu'il a conçu cet enfant, que la mère l'a fabriqué pendant sa grossesse et l'a mis au monde, eh bien les parents sont tout à fait légitimes. Je dirais même que c'est un rôle intrinsèque à la situation de parent. Enfin, il pourra bannir aussi cette peur de la sanction. Alors là aussi, c'est à utiliser en dernier recours, mais nous y reviendrons un peu plus tard. La sanction ne doit pas nous faire peur si elle est nécessaire. Il y a des erreurs, disons des transgressions que l'enfant a faites et qui la sanction lui apprendra plus que l'abandon de la sanction. Donc, puisque le parent a établi des règles, il faut les avoir maintenant présentées à l'enfant. Il faut, avant l'injonction d'y obéir, il faut qu'elles soient connues, ces règles, à l'enfant. On ne peut pas lui reprocher, disons, une transgression alors qu'il n'est pas au courant d'une règle à obéir, que cette règle doit être appliquée. Donc, en premier lieu, donner l'information à l'enfant des règles qui doivent être suivies. Il faut s'y tenir aussi soi-même en tant que parent. Parfois, la souplesse d'application, il en faut, ne doit pas aller jusqu'à un abandon de la règle. Et enfin, c'est du ressort du parent que les règles soient uniques dans le sens où homogénéité disons, par rapport à tous les intervenants, notamment entre les deux parents. S'il y a controverse, ça va amener ce tiraillement que l'enfant sent entre les deux parents va amener plutôt une occasion de malaise pour lui, et aussi il ouvrira la porte à une transgression, c'est-à-dire l'enfant peut facilement se glisser dans le fait qu'il a compris qu'il n'y a pas homogénéité de décision quant aux règles. Donc, c'est à proscrire. Et s'il y a décision autre, disons s'il faut changer la règle, c'est une discussion entre les parents
à l'insu de l'enfant qu'il faut avoir, et éventuellement, eh bien, on peut changer la règle aussi, mais qu'on se tienne à une seule et même règle. Voilà l'important. Donc, deux attitudes peuvent être appliquées et une astuce à employer sans modération. Une attitude d'abord corporelle. La stabilité de l'attitude, qui passe par le regard, par la parole et même éventuellement par le geste, doit donner de l'info à l'enfant. Déjà, premièrement, que au travers de votre attitude corporelle, l'enfant puisse comprendre qu'il a dérogé à la règle, qu'il y a problème, ou disons qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez. Donc, il y a au niveau de la voix, il y a à la poser, que ce soit une voix douce, mais ferme, parce qu'il faut qu'elle ait un impact. Si l'enfant ne perçoit pas une voix ferme, comme je viens de l'expliquer par rapport aux règles qui pourraient être différentes d'un adulte à l'autre, eh bien, ça ne lui permet pas de percevoir l'impératif d'y obéir. Donc, dans cette rubrique, la voix doit être douce, posée, et donc il est désastreux d'utiliser, de recourir au cri. D'une part parce que quand on crie, c'est agressif, et que l'agressivité dont fait preuve, que montre l'adulte, aura une réponse agressive de la part de l'enfant, et aussi parce que il y a ces ordres qui sont dits en criant, donc avec une voix plus aiguë, deviennent incompréhensibles pour l'enfant, surtout s'il est petit. Au contraire, si la voix, les gestes, les yeux soutiennent, entre guillemets, la règle, il y a beaucoup plus de chances que l'enfant puisse l'appliquer. Il ressent au travers de l'attitude corporelle la nécessité de le faire. D'autant, pour revenir sur l'attitude, cette erreur, nous l'avons tous fait, et il ne faut pas le reprocher. Et cette attitude des cris, etc., à échéance, peut créer de la peur et de l'angoisse chez l'enfant. Or, ce n'est pas un bon climat pour éduquer un enfant, de lui communiquer de la peur ou de l'angoisse. Au contraire. Une autre attitude corporelle peut être de se mettre à son niveau. Alors, il y a deux volets à cela. Un niveau intellectuel, adapter la règle, disons, et l'énoncé de la règle au niveau intellectuel de l'enfant. C'est un petit enfant, il lui faudra une règle plus simple, plus facile à comprendre, alors qu'en grandissant, les règles peuvent devenir, disons, un énoncé un petit peu plus compliqué, quoique ça ne soit pas le plus efficace. Et on peut encore se mettre aussi à son niveau. Alors là, en parlant à nouveau des tout petits, des plus petits, en taille, j'entends, et en s'accroupissant en tant qu'adulte, le fait que la différence de taille soit au détriment de l'enfant peut lui donner une idée fausse, parce que ça nous le rend distant, ou disons notre attitude est distante
du fait de la différence de taille. Alors que si nous nous accroupissons, nous nous mettons à sa portée, nous nous mettons aussi, nous, nous lui donnons l'idée qu'il y a de l'amour, de l'affection dans notre contact avec lui. Mais qui dit affection ne dit pas, comment dire, renoncement à la règle. Hein. Les règles établies, et si il les comprend bien, eh bien on a pu lui montrer qu'elles sont impératives comment dire, enfin pas à établir, mais il faut impérativement leur obéir, et il convient que l'enfant comprenne que c'est pour son bien. C'est peut-être la partie la plus délicate, c'est d'arriver à lui faire percevoir qu'au travers de la règle et la demande instante que nous avons qu'il y obéisse, c'est pour l'aider, pour son développement, pour son épanouissement. À nous d'être efficaces et dans la façon dont nous prouvons cela à l'enfant. Et être efficace, c'est vrai, et aussi d'être inventif pour prouver que nous agissons dans son bien, pour son bien. La deuxième attitude est une attitude intellectuelle. Là, elle concerne le parent. Pour être persuasif, il faut être persuadé. Donc, je l'évoquais déjà, pas de tergiversation. Une fois qu'on a défini une règle, on s'y tient. On peut être souple dans son application et ça n'en passera que mieux. En effet, la bienveillance et le respect vis-à-vis de l'enfant donnent aussi l'exemple. C'est-à-dire, si il perçoit que c'est qu'on le respecte, mais qu'on lui demande d'être obéissant pour des raisons. Peut-être que dans un premier temps qu'il ne comprend pas totalement, mais et qu'on applique à soi-même, hein, des règles qu'on applique à soi-même, eh bien, il va pouvoir, au fur et à mesure, comprendre leur bien fondé. Alors, il y aura bien sûr les limites du cadre dans lequel on autorise l'enfant à évoluer. Et ces limites vont le rassurer. Plus les limites du cadre dans lequel il évolue, qui peuvent très bien être larges, mais existantes, plus il y a des limites cernées pour lui, plus il est rassuré. Et vice-versa, moins les limites sont cernées pour lui, plus il va être agité, jusqu'à faire les bêtises lui permettant de savoir où sont les limites. Donc, moi j'en déduis qu'il vaut beaucoup mieux pour l'enfant, pour sa sérénité, qu'il trouve les limites en toute gentillesse, en toute douceur. Il va être rassuré bien plus vite que de les chercher loin, loin, loin et encore plus loin en faisant des bêtises de plus en plus importantes. Donc ça demandera à l'adulte de la ténacité. De la ténacité parce que il faut tenir ferme parfois. Il est plus difficile à certaines occasions de rester ferme. Et parce qu'aussi leur réticence peut mettre notre solidité à rude épreuve. Mais c'est pour le bien-être de l'enfant. Donc tenons ferme. Enfin, l'astuce que j'emprunte à l'éducation positive et que je trouve fort efficace, c'est reformuler tout ordre en questionnement. En effet, puisque à un moment où il n'y a pas à y obéir, nous avons eu l'occasion d'expliquer à l'enfant quelle était la règle, il est possible,
et il a intégré cela, c'est qu'il le sait, il est possible, au lieu de donner un ordre, par exemple, va te laver les mains, de poser une question qui va l'amener à réfléchir. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avant de passer à table? Bon. Et du fait que l'enfant va être impliqué dans la réponse, qu'il aura il aura la bonne réponse en comprenant que, et en le disant éventuellement que c'est qu'on va se laver les mains, eh bien, il aura plus de facilité à respecter cette règle, puisqu'il aura eu le plaisir, une forme de bon point. Oui, c'est vrai, je parle de bon point, ça n'existe plus vraiment. Mais il aura eu la bonne réponse en trouvant que c'est d'aller se laver les mains qui est judicieux. Donc, pas d'ordre, un questionnement. Si le recours à une sanction doit intervenir, alors il faut bien sûr penser que ce n'est pas en première instance que nous allons recourir à la sanction. Mais malheureusement, certaines transgressions, parce que soit elles furent trop importantes, soit surtout elles ont mis en danger l'enfant sans qu'il ne s'en avise. Donc il est impératif qu'il puisse comprendre que cette transgression mérite une sanction. À nous après d'être inventifs pour que la sanction soit adaptée. Cette sanction, elle ne peut être corporelle. C'est une affaire entendue. Elle ne peut pas non plus être sur le plan affectif. C'est-à-dire on ne peut pas priver l'enfant d'une relation, par exemple, je ne sais pas, priver d'aller voir quelqu'un de la famille, par exemple. Et elle doit être contextuelle, c'est-à-dire s'adapter à la transgression en question, à la règle. Il nous faut, comme je le disais, être inventif. Et à l'extrême, enfin le mieux plutôt, c'est qu'elle puisse recourir à l'assentiment de l'enfant. C'est-à-dire qu'il puisse comprendre qu'il a fait quelque chose de grave pour son bien-être et que pour marquer le coup, eh bien, cette sanction, cette façon de lui faire comprendre qu'il y avait gravité, ça serait bien ça vienne de lui. Et, bien sûr, on peut aussi ne pas recourir à la sanction, mais je pense qu'à certains moments, ponctuellement peut-être, je sais pas moi, 2-3 fois dans l'éducation totale de l'enfant, maximum, mais il y a des cas où peut-être la sanction peut être utilisée comme un peu un panneau indicateur, c'est-à-dire stop impératif, quoi. Aller plus loin serait dangereux pour toi. Voilà, cette capsule est arrivée à sa fin. Le sujet, comme je l'ai indiqué, ouvre sur d'autres sujets, notamment celui de l'enfant roi, et j'aurai l'occasion de faire une autre capsule à ce sujet. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Je serais contente si vous acceptiez de mettre un like et encore plus si vous me laissiez un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Je vous propose aussi de vous abonner afin de pouvoir suivre d'autres capsules sur des thèmes qui nous concernent au quotidien et qui sont des solutions de vie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.